Voilà, on est à vos ordres pour vos questions. Si je regarde ma montre et le petit papier, vous avez 3 minutes. 4. Avez-vous des questions sur ces aspects, à la fois individuels et collectifs? Je vous encourage, alors c'est pas encore ouvert au grand public, mais ça va l'être prochainement. Il y a effectivement, avec le soutien de l'ARS, un site internet d'auto-formation pour les représentants des usagers. J'y ai consacré quelques heures pour aller dessus. Il est exceptionnel d'ergonomie. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir 30 ans d'Internet pour pouvoir s'y retrouver. C'est clair, c'est vraiment extrêmement bien conçu, complètement consultable, et ça sera dans très peu de temps. Et je pense sincèrement que la réponse de l'auto-formation est une merveilleuse réponse, parce que toutes les vies sont compliquées, toutes les vies sont pressées, toutes les vies, enfin, il faudrait avoir le temps de vivre 3 vies par 24 heures. Et la démarche d'auto-formation est aussi une démarche de prise de pouvoir sur soi-même. Et c'est une démarche à encourager. Et les essais qui ont été faits, enfin que je suis allée voir, sont d'excellente qualité. Donc merci pour avoir soutenu cette démarche. Pas de questions? Commencez à fatiguer? Jean-Yves Fully, moi je suis psychiatre. J'aurais une question éventuellement pour la dernière intervenante, qui est que des personnes vulnérables et qui me semblent particulièrement oubliées sont les personnes âgées en bonne santé, sans capacité intellectuelle spécialement diminuée, et qui tout simplement ne font pas de demande et vivent dans des conditions vraiment difficiles, parce qu'un peu d'aide à domicile les aiderait beaucoup. Et alors quand elles ont des pensions de retraite d'un certain montant, ça devient catastrophique, parce que les assistantes sociales disent « Oh, mais avec une retraite de temps et temps, eh bien, votre patiente n'a qu'à prendre du personnel à domicile, etc., etc. » Or, il y a des choses comme des besoins en toilette, des pudeurs qui demandent quand même du personnel un petit peu organisé. Et ces gens que, bon, pendant mes études il y a 30 ans, on les appelait les mamies biscottes, qui quelquefois vont manger des biscottes tout simplement parce qu'elles dépensent toute leur pension de retraite pour avoir un petit peu de personnel pas toujours compétent. Voilà, elles sont un petit peu oubliées, me semble-t-il. C'est le problème, où est-ce qu'on met le curseur de la détresse, hein? D'accord? Ça, c'est l'ARS qui me répond ça. Où est-ce qu'on met le curseur? Et c'est vrai que quand il s'agit d'accompagner des solitudes sans handicap, je dis bien sans pathologie, hein, quand il s'agit de ça, d'abord, on n'a pas le droit de forcer les gens. C'est-à-dire, je vous rappelle qu'il faut qu'elles se signalent, parce que sinon, on n'a pas le droit de les forcer. Si elle n'a pas envie qu'on vienne au-devant d'elle, eh ben, elle a le droit. Et puis, après, c'est comment on répond, avec cette différence cruelle entre répondre à des besoins et répondre à des attentes. Et besoins et attentes ne sont pas des mots synonymes. Moi, je vais faire compléter cette... de ma casquette d'élu. Je suis vice-présidente du CCAS de la ville de Versailles. Et là où vous avez parfaitement raison, c'est qu'on n'est pas du tout dans le champ du soin. On est tout simplement dans le champ de la citoyenneté. Alors, on a plusieurs moyens, plusieurs outils qui échappent complètement, à mon avis, au périmètre de l'ARS, même des conseils départementaux, parce qu'à partir du moment où les conseils départementaux peuvent intervenir, vous savez que c'est eux qui régissent, qui ont la compétence sur l'APA. L'APA, c'est l'aide personnalisée donc, à l'autonomie, et c'est le moment où, effectivement, où on constate une préfragilité pour laquelle on va mettre en place une proposition de soutien. Mais bien en amont, c'est ce que vous citez là, c'est tous ces petits signes d'appel cliniques, j'ai envie de dire, sociaux, comme quoi la personne est en préfragilité, mais tu n'as pas du tout envie qu'on vienne ingérer dans sa vie privée. Et là, le parti que nous avons pris, je ne dis pas que ce soit le seul et l'uniquement, nous avons pris le parti d'utiliser vraiment les citoyens et notamment les conseils de quartier. Alors là, on est sur le champ du social pur, le champ de la citoyenneté, pour finalement avoir un petit flyer, tout simplement,
quand un citoyen constate que sa voisine, par exemple, ne sort pas sa poubelle régulièrement à 7 heures comme elle le fait habituellement, ou n'a pas ouvert ses volets pendant 48 heures. On a un petit flyer, il le glisse dans la boîte aux lettres avec marqué « Ne restez pas seul ». Il y a un numéro de téléphone, c'est tout. Alors il y a le logo de la ville quand même pour signifier que voilà, c'est quelque chose qui est un petit peu labellisé, ça ne couvre pas toutes les questions, mais ça nous a permis quand même d'avoir de la part d'un voisin ou de la part de la personne elle-même ou du fils ou de la fille, enfin de la personne, de nous passer un petit coup de fil en disant « Attendez, là il y a peut-être un petit souci ». Et nous, ensuite, on a un outil qui est complètement à notre main, qui est le registre des personnes fragiles, que nous devons mettre en œuvre dans chacune des communes. Tous les CCAS ont l'obligation de l'avoir, parce que ce registre des personnes fragiles est mobilisable par le préfet dans le cadre de tous les grands plans. Et ça nous permet d'avoir une veille attentive. Alors, on a complété ce service-là avec une écoute téléphonique. Et cette écoute téléphonique, à ce moment-là, peut proposer un partage de repas, une visite de convivialité, tout ce que vous voulez. Mais c'est une palette de services. Mais là, on est dans le domaine du social, on est dans le domaine de la citoyenneté, et on est surtout dans le domaine de ce que nous devons les uns et les autres comme bienveillance, attention à chacun d'entre nous. Et le côté citoyen de proximité, nous y croyons énormément dans notre secteur. Nous pensons que c'est ce qui va redonner ce lieu d'exercice de cette citoyenneté et de faire que ces personnes, même si elles ne sont pas actées comme vulnérables, ont le droit d'avoir un regard bienveillant posé sur elles. Emmanuel, rafraîchis-moi la mémoire. Comment s'appelait cette action, cette opération qu'on a fait au sein de l'espace éthique voisin solidaire. Voilà, je cherche. Pardonnez-moi, je vieillis très sensiblement. Voisin solidaire. C'est une association et on avait porté ce message-là qui est effectivement, comme tu le dis très justement, on ne doit pas forcer les gens, on n'a pas le droit. Et en même temps, c'était toc toc toc, je suis là, quoi. S'il y a besoin, je suis là. C'était affiché dans les halls d'immeubles, par exemple, juste. Hein. Tu prends la suite. Donc, tout le monde connaît Voisins solidaires avec Athanas Périfan, donc, qui organise la fête des voisins. Oui. Et donc une des premières opérations, c'était dans la préparation de la pandémie grippale. Tout à fait. Et donc on avait organisé, si demain il y a une pandémie grippale, comment pour les personnes vulnérables dans les immeubles, dans les quartiers qui ne pourront pas faire leurs courses, comment mettre en place un dispositif qui avait d'ailleurs été validé par la puissance publique. Heureusement, on n'a pas eu de pandémie grippale pour voir si notre modèle était ou pas fiable. Puis un deuxième point, on a sorti un document, il est à votre disposition, on ne l'a pas amené aujourd'hui, mais il est sur le site, c'est si vous avez un voisin malade. Et donc on a mis en place un groupe de travail qui devait respecter aussi des règles, et je trouve que Corinne l'a bien évoqué, tout le monde n'a pas envie qu'on se mêle de sa vie privée. Et donc on avait regroupé des associations, et on s'est dit comment pouvoir aider un proche, une personne malade qui le souhaite, quel était le respect qu'on devait avoir aussi de sa vie privée, mais quel type d'approche sans se substituer aux professionnels. Et comment mobiliser alors dans l'environnement, aussi bien s'il y a une concierge, enfin bref, on avait mis en place, mais c'est quelque chose de très pragmatique, mais qui avait fait l'objet d'une vraie réflexion. Donc, si vous voulez, le document, il est diffusé régulièrement dans nos événements. C'est vous avez un voisin malade et un peu mode d'emploi. Mais quand on dit malade, c'est pas obligatoirement maladie grave ou maladie chronique. Hein. Juste, ma voisine, ça fait 3 jours qu'elle est couchée au lit avec un état grippal qui n'est pas obligatoirement une grippe. Et puis, son frigidaire, il est vide, quoi. Et donc, on a mené toute une réflexion sur la gradation de cette proposition, en particulier par l'affichage dans les halls d'immeubles ou chez le boulanger, ou etc., qui fait que les personnes savent qu'elles peuvent, mais qu'on ne vient pas non plus s'immiscer dans leur choix. Nous recevons au niveau de l'association des stagiaires de lycées professionnels, mais certaines d'entre elles ont très souvent des petits problèmes psychiques, enfin pas très graves, mais je voulais savoir si le GEM pourrait intervenir et intervient dans les lycées, dans les écoles, où on envoie des informations là-dessus pour les élèves qui sont vraiment dans ce genre de situation. Oui, tout à fait. Par exemple, dans les Hauts-de-Seine, les adhérents des GEM de Nanterre et la Garenne-Colombes ont participé
dans des situations de sensibilisation aux troubles psychiques. Ils sont intervenus dans les lycées pour justement parler des troubles, comment ça se présentait, en partant de leur histoire et puis en donnant des informations, je dirais, théoriques aussi. Et c'est vrai que c'était très opérant. C'était une demande au départ de stagiaires qui voulaient travailler sur ce thème-là. Et puis finalement, on a eu après des retours très positifs des enseignants. Et les adhérents, maintenant, au fil de ces 10 dernières années, ont pu avoir une expertise pour communiquer beaucoup mieux que nous, professionnels, je dirais, sur justement comment arrivent les troubles, comment on peut justement se faire aider. Et c'est vraiment très, très positif. Donc il ne faut pas hésiter, justement, quand vous avez connaissance d'un GEM dans votre environnement, de le solliciter. C'est la même chose, je pensais à ce que vous disiez, Madame Bébin, par rapport à la solidarité. Nous, on a beaucoup d'adhérents qui vont visiter leurs amis adhérents aussi à l'hôpital. Et ça, c'est un élément très important. Et dernièrement, j'avais une infirmière qui me disait, mais je trouve ça extraordinaire que les adhérents se soutiennent entre eux. Et bien souvent, quand il y a un adhérent qui a un animal de compagnie, eh bien quelquefois, il ne veut pas être hospitalisé parce qu'il ne veut pas laisser son animal. Donc là, les autres adhérents vont visiter au domicile le chat, par exemple. Ils s'occupent du chat, ça tranquillise justement l'adhérent et il va être beaucoup plus conciliant dans son parcours de patient. Merci infiniment. On va laisser la place à la troisième table ronde.